Venez voir notre grand studio à l'effigie de Musique Plus. Et puis après ça, t'as-tu continué à regarder avec ce logo-là? Oh là, je t'ai plus rendu dans la philosophie. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ Recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Louis-José Houd, salut. Allô? Merci de venir nous parler de tes souvenirs de Musique Plus. Avec plaisir. Y a-t-il une partie de toi qui trouve ça un peu bizarre de venir parler 1 heure d'une émission que tu as animée il y a 20 ans pendant 2 saisons? Pas tellement parce que je constate avec grand bonheur que ça a quand même marqué une certaine génération. Et puis, donc j'en parle dans d'autres balados que j'ai fait avec des collègues humoristes plus jeunes qui étaient tombés là-dessus à l'adolescence ou dans la jeune vingtaine. Puis le public aussi, quand je rencontre les gens là, après mes spectacles ou ailleurs, on m'en parle encore beaucoup. Les gens te parlent encore de Dollar à Clip, puis ça fait 20 ans cette année, là. C'était 2002. Oui, ça a commencé à l'automne 2002, tout à fait. On va en parler de Dollar à Clip, mais je veux parler avant de ta relation avec Musique Plus, parce que dans ma tête, puis peut-être que je me trompe, mais t'es le casting parfait du gars chez eux qui regardait Musique Plus, puis qui capotait bien raide. Oui, en fait, le câble chez les Hood est arrivé tard. Nous, je sais. On était analogue là, jusqu'au fond. Là. Ouais. Puis mes parents, le câble, à un moment donné, je pense que j'étais en 6e année là, ou en secondaire 1 là, quand on a eu le câble qui impliquait donc Musique Plus. Et j'étais bon client en partant parce que là, moi, j'ai développé un intérêt pour la musique, autant en écouter qu'en jouer un peu. Là, je découvrais. OK, t'en jouais déjà à cet âge-là? Oui, j'ai commencé à jouer de la batterie vers 12-13 ans. Et puis, tout de suite, ça, c'était l'année, c'est 91, c'est l'année de Nevermind, du Black Album de Metallica, puis de Ten de Pearl Jam. J'étais tombé dans la musique là, au début de l'adolescence, donc des années 90, en même temps que le câble était rentré chez nous. Et oui, j'étais quand même très bon. J'étais un auditeur fidèle. Ouais, c'était qui tes VJ préférés? Qui t'aimait voir, là? Je me rappelle que j'aimais vraiment... Je trouvais que tout le monde était très différent. Oui. T'sais. Puis je trouvais que tout le monde avait sa couleur. Il n'y en a pas un qui me tapait ses nerfs, mais je me rappelle que j'aimais beaucoup Denis Talbot. Je le trouvais drôle. Puis... je trouvais, c'est fou, hein? Je me rappelle d'une animation qu'ils faisaient dehors, sur le trottoir. Ouais. Je pense que c'était l'époque où c'était au coin de l'Hôtel de Ville. Oui, parce que c'est ça, ils sont déménagés. Au début, en 86, c'était au coin de l'Hôtel de Ville, puis après ça a déménagé au coin de Bleury. Mais ça devait être juste après 92, 93, là, tu sais. En tout cas, Manny, il est sur le coin d'une rue, puis il fait son animation, puis il y a une espèce de fatigant en arrière, un piéton qui commence à faire des niaiseries dans la caméra, tu sais, comme ça arrivait, je pense, assez Tout souvent. Le temps. Puis je me rappelle, il s'était retourné, il était resté vraiment calme, puis il avait dit bravo, vraiment, tu vas aller loin dans la vie. Puis je me rappelle, j'avais fait comme oh wow, il est tellement cool. Puis à ce jour, il m'arrive de dire ça à des gens, mettons si je me pogne un peu avec quelqu'un, très calmement, je vais dire c'est beau, non, tu vas aller loin dans la vie, c'est le fun. Ça vient de Denis Talbot. Ouais. J'ai piqué ça de Denis Talbot il y a 30 ans, puis je le dis à ce jour, en auto, là, quand je me fâche. Quand je chahute à des inconnus que tu croises dans les rues. Ouais. T'as parlé de Pearl Jam, t'as parlé de Metallica. Quelles sont les bandes que toi, tu regardais à Musique Plus, que t'as découvert à Musique Plus? Qu'est-ce qui te faisait triper? Bien, écoute, tous ces gens-là, en fait, là, qu'on a nommés là, n'existaient pas, moi, là, dans mon univers avant Musique Plus, vraiment. J'ai commencé à acheter des albums de musique, des cassettes, des CD, parce que Musique Plus, là. Parce que Musique Plus t'a fait connaître des groupes. Oui, mes parents n'écoutaient pas de la musique pop, puis... après ça, il n'y avait pas de show rock qui passait à Radio... Quand tu avais juste Radio-Canada, je rappelle que le câble chez les Hood, tardif. Oui. Donc... c'est une blessure d'enfance, hein, ça? Ben non, parce que je trouve que ça fait de moi un adolescent qui était pas stické ses écrans après ça. Tu sais, j'étais... mes parents, je sais pas, ils écoutaient de la musique, ils lisaient un peu, puis je faisais un peu comme eux, puis j'ai jamais joué à des jeux vidéo, des choses comme ça. Là, ça m'a pas dérangé de découvrir ça tard, mais quand aussi le VHS est arrivé tard aussi, fait qu'on pouvait pas plus aller louer des... C'est terrible. Mais moi, je fais beaucoup de projections en ce moment parce que c'était pareil chez nous. Ah non, moi j'aimais ça, être un peu privé de ça. C'est bon quand même. Mais là, quand tu l'as eu, t'as commencé à regarder Musique Plus, puis t'as commencé à acheter des albums, puis des cassettes. Des cassettes. Là, en fait, comme je disais tantôt, c'est l'année, il y avait écoute, il y a plein de choses, là, ça se bouscule. OK, il y avait un tableau, sujet numéro 1. Le vidéo Smells Like Teen Spirit, ça peut pas être plus... Je suis le
le client type là, pour ça. Oui, Là, j'ai 12 ou 13 ans, je suis adolescent. Je sens que là, je vais être créatif. Là. Je sens que la musique s'empare de moi. Tu comprends-tu? Là, je veux boire des bières au parc. Tu as des grandes émotions. Je suis moins sportif. Là. Je veux être joueur de hockey. Je veux être tannant. Là. Et là, ça part. Je me souviens la première fois que je l'ai vu. Là. C'est comme... c'est comme nos parents quand ils ont mis l'aiguille sur Dark Side of the Moon ou quelque chose comme ça. Là, c'est malade. Et là, il y a Enter Sandman la même année. Puis après ça, Even Flow de Pearl Jam. Là, moi, je fais OK, je suis bien là-dedans. Là. Et donc, j'écoutais Musique Plus. J'enregistrais les vidéoclips sur des cassettes VHS que j'identifiais. C'était quel vidéoclip. Oui. Il y en a que j'ai encore, d'ailleurs. J'ai trouvé une boîte de ça récemment. Ouais. Et donc, très, très là-dedans. Et à un moment donné, en fait, ce qui est arrivé, c'est que peut-être même avant ça, il y avait eu les Rolling Stones qui faisaient un retour, puis ils venaient au Stade olympique. Puis il y avait un documentaire, ça je n'ai parlé ailleurs déjà, mais il y a un documentaire sur les Stones qui s'appelle 25 by 5, qui n'a jamais été réédité en DVD ou rien. Je l'ai acheté en VHS il y a comme 3 ans. Parce qu'il avait marqué ma vie. Il jouait à Musique Plus, il était sous-titré. Et puis c'était l'histoire de ce groupe-là. Et moi je suis tombé là-dessus, je trouvais ça fascinant. Mais c'est-tu là que ton amour des Stones a vu le jour? Oui. Oui, c'était un documentaire à Musique Plus. J'étais en 6e année au secondaire 1. Puis je les trouvais vraiment... tout de suite, moi, c'était plus eux que les Beatles, même si j'aime les Beatles. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais à leur côté vraiment un peu imparfait, puis tout croche, puis il avait pas l'air de s'en faire. Je sais pas, je trouvais ça beau. Ouais, ils ont toujours été plus détachés de leur image que les Beatles. Ouais. Puis moi, je suis tombé en amour avec ça. Après ça, si ça avait été justement les Beatles ce jour-là, dans le documentaire, ou The Who, ou Led Zepp, peut-être que ça aurait été ça. Là. Mais, ou Rush. Ou Rush. Ça le fut un peu plus tard. Là, mais donc, moi, ça a marqué ma jeunesse là, avant de marquer ma vie professionnelle. Comme tous les gens que tu as interviewés sûrement. Ça, étant un ado porté sur la chose créative, ça a nourri mes années 90. Ça te construit culturellement un Complètement, peu. Oui. Mais à cette époque-là, il n'y a pas d'humoriste à proprement parler qui travaille en ondes à Musique Plus, mais il y a quand même de l'humour. T'sais, est-ce que tu retrouvais un petit côté irrévérencieux qui te plaisait? Tu parles de Denis Talbot, il faisait les aventures du Grand Talbot, il faisait le quiz rocambolesque, 94-95. Claude Rajotte était aussi quand même très drôle à sa façon. Là. Oui. Il se vendait pas comme un humoriste, mais on s'entend qu'il maîtrisait le sarcasme et l'ironie comme peu de gens. Moi, là, je me rappelle, je le trouvais hilarant, là, mais j'embarquais dans son affaire. Là, il me faisait rire pour des bonnes raisons. Là, je riais pas de lui. Là, je le trouvais. Il était vraiment drôle en ondes. Il était incisif, brillant. Autant quand il détruisait un CD que quand il encensait, que quand il était pas sûr. Il y avait toujours une espèce de terminologie intéressante. Quand il pointait des trucs, je le trouvais précis dans son français, dans son usage de la langue. Je le trouvais super drôle. C'est vrai. Puis, tu sais, ce que j'aime de Claude, c'est qu'il a un humour très pince sans rire. Il ne rit jamais de ses propres blagues. Non. Il se trouve pas drôle. Puis moi, ça me fait encore plus rire. C'est toujours comme s'il était en train de gérer là, quelque chose d'une grande importance. Là, leur deuxième album, j'étais très déçu parce que on s'entend que ça, on va... Puis il était sur une espèce de neutralité, mais pleine d'ironie. Puis je le trouvais vraiment attachant là-dedans. Puis quand je l'ai rencontré plus tard dans la vie, j'étais vraiment heureux de pouvoir... Je n'ai pas échangé avec lui. Mais toi, tu arrives là au début des années 2000. Bon, là, tu parles de Claude Rajotte, mais ça, c'est l'époque de... Il y a Reg, il y a Babu, il y a Shelly, Stéphane Gonzalez qui sont là. Il y a toute une génération de VJ qui sont déjà là. À quoi ressemble, dans ton souvenir, l'époque de Musique Plus, qui est celle où toi, tu as travaillé là? Est-ce que c'est un âge d'or? Est-ce que c'est un moment haut en couleur? C'est sûrement vu comme la période médiane. C'est comme un peu au milieu de l'histoire de Musique Plus. Donc, 2002. Moi, j'arrive là, ça fait 20 ans. C'était en 2002. Ouais. Et il y a encore des vétérans là, que j'ai eu l'occasion de voir quand j'étais jeune, qui travaillaient là. Fait que ça, je trouvais ça bien aussi. Mais sinon, tout le monde avait à peu près, je pense qu'il y avait une espèce de bouffée là, de nouveaux talents, là, ceux que tu as nommés là. Donc, tout le monde avait à peu près le même âge, là, sensiblement. Puis, ça s'est fait dans le plaisir, là, tout le long. Moi, la façon que c'est arrivé, en fait, j'ai pas grand-chose à voir là-dedans. Mais oui, raconte-le. C'est un magnifique hasard. Ça parle de drôle de VJ. C'est ça. À l'été 2002, Richard Petit, qui œuvrait déjà à Musique Plus, la gauche ou à droite, qui faisait un peu de tout, là, je crois. Puis lui, il avait eu l'idée d'amener des humoristes à Musique Plus.
qui était une idée à l'époque, qui aujourd'hui nous apparaît tout à fait naturelle, mais qui était quand même osée puis avant-gardiste. Complètement, parce qu'il n'y en avait aucun. Ouais. Il y avait des gens très drôles, mais il n'y avait pas d'humoristes, là, comme on les connaît. Donc, Richard, je ne sais pas trop pourquoi, lui, il a décidé, OK, on va faire un truc, ça s'appelait donc Drôle de VJ, puis pendant 10 semaines, là, à l'été 2002, il donnait la station à un humoriste qui faisait à peu près ce qu'il voulait pendant 1 heure. Ouais. Puis là, moi, il m'a offert de faire ça la première semaine. Ben, j'ai dit oui, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, on jase de ça un peu. Puis je pense que c'est lui qui avait dit, fais donc, mettons, un exemple. Il dit, tu pourrais faire, mettons, les pires clips. J'ai dit, OK. Il dit, pense à quelque chose, là, puis reviens-moi. On a toujours l'impression que c'est né dans une grande séance de brainstorm avec des écrans géants puis des têtes grises. Ah, mon Dieu, attends. Et là, le lendemain, je le rappelle, je dis, écoute, je pensais à ça, là, je pas vraiment... Ce que tu disais, l'exemple, là, on va faire ça, là, je vais faire les pires clips. Tu sais, c'était même pas... Lui, c'était un exemple qu'il me donnait de au pire, fais ça, là, mais pense à quelque chose. Puis j'ai même pas été foutu de penser à quelque chose. Puis j'ai fait, non, ce que tu disais hier, on va faire ça, là. Tu te sens toujours mal quand tu prends le premier exemple que quelqu'un Non, mais tu sais, des fois, c'est... Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Donc, on fait ça. Et moi, je suis bien heureux, là, parce que moi, à ce moment-là, je suis en rodage de mon premier one-man show. Ouais. Puis cette fenêtre-là, cette exposure-là, j'en ai besoin. Je suis très content. Et avant ça, moi, j'ai eu quelques épisodes infructueux dans les médias au niveau de me faire une place en dehors de la scène. J'étais un humoriste de club qui essayait de faire son nom, mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Ça fait tellement longtemps. Donc, pour se faire connaître, il fallait utiliser, disons, les médias plus traditionnels. Ouais. Et moi, j'avais pas de succès du tout à la radio. Mais comique. pourquoi? Tu étais allé faire des petites aventures à la radio, Ouais. puis ça n'avait pas été heureux. Pourquoi? Ça n'avait pas été si pire que ça? C'est qu'il y avait à l'époque les grandes gueules là, qui sévissaient lourdement à travers le Québec. Et là, toutes les radios, certaines radios commerciales voulaient faire un peu comme les grandes gueules. À juste titre, on peut les comprendre. Mais Puis- c'était pas vraiment le même genre que les Moi, grandes gueules. j'ai 2 voix. J'ai celle-là, puis hey! Fait qu'à la radio, Qu'on connaît bien. j'étais pas un succès. Et on m'a remercié à deux reprises, Et voyons donc. plus une émission de télé. Puis plus tard, j'avais trouvé une petite niche à l'émission Fun Noir Ouais. avec Normand Brathwaite à TQS. Où Ouais. là, j'avais ma petite chronique hebdomadaire sur laquelle je me mettais beaucoup de temps. Ça fonctionnait bien. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi? Avais-tu un sujet de prédilection? Oui, en fait, il y avait un invité par émission qui se faisait plus ou moins roaster par Ok, tout le ouais, monde pendant ouais. une demi-heure. Et moi, je racontais sa vie en 3-4 minutes. OK. En m'impliquant dans sa vie. là. C'était un peu fantaisiste. là. C'était comme si je l'espionnais, en fait, depuis qu'il était né. là. C'était un OK. peu ça. C'était comme le une prière contexte. de ne pas envoyer de fleurs. Ouais, mais... si on veut. OK. En plus compact. Puis ça me ressemblait beaucoup. Puis ça marchait bien. Mais c'était une émission qui faisait des codes d'écoute modestes. Ouais. Puis, puis après ça, donc l'automne d'après, en 2002, c'est ça, Richard fait ça l'été. Puis à la fin de l'été, il me dit Hey, pourquoi on fait pas une série avec ce que tu as fait Voudrais-tu faire ça, mais à chaque semaine Je dis, ben oui, je me rappelle que j'ai même pas hésité. Je dis oui, ce serait vraiment le fun. Mais c'était quoi ta réaction? Étais-tu étonné quand on te le propose? Oui, parce que lui, il avait fait 10 autres humoristes, là, 9 autres humoristes pendant l'été. Puis c'était toi l'élu. Puis moi, je veux dire, j'étais tombé sur 3-4, puis j'avais toujours, je trouvais que tout le monde était bon. Puis après ça, qu'il me rappelle à la fin, j'étais vraiment flatté, j'étais content qu'il ait aimé ce que j'ai fait, puis que la direction, là, forcément, a dû approuver quelque part, là, même si. Oui. En tout cas, on avait beaucoup de liberté après ça, là, au niveau Ouais, de je vais t'en l'émission. reparler tantôt. T'avais beaucoup de liberté. Fait que j'ai dit, ben oui, OK, on fait ça. Puis c'est tout lui qui a organisé ça, lui coordonnait tout ça. Puis ça a été très simple. Écoute, il m'a dit ça peut-être, je sais pas, à mi-septembre. Puis le 5 octobre, on était en ondes. C'était rien. J'ai pas été à une rencontre. Je me souviens pas d'être allé à une rencontre autour d'une table avec des dirigeants. Là. Richard, il a juste fait, José, il ferait. Puis on fait, OK, ben, je veux dire, je crois bien qu'il a travaillé plus que ça, là, mais tu sais, ça s'est fait très rapidement, très Ça s'est fait de naturellement. façon fluide. Oui, puis tu sais, par hasard, dans le sens que, Ouais. tu sais, des fois, les choses sont pas prévues, tu vois pas ça arriver, puis ça va te porter pendant un moment, tu sais, puis c'est ça qui est arrivé dans mon cas.
Mais je trouve que c'est tellement Musique Plus comme histoire parce que pour le meilleur et pour le pire, c'était tellement comme ça que les idées naissaient puis que les shows commençaient. Il n'y avait pas des pré-programmations ou des saisons qui se construisaient. Des fois, ça avait l'air... Moi, je le regardais chez nous à cette époque-là, 2002, je me disais, ouais, ça doit être une grosse affaire, mais ça avait été passé sur le coin d'une table. Oui. Puis de mi-septembre à octobre, le show s'est construit. Complètement. Puis entre-temps, il y avait eu un lancement de saison, là, quelque part. Là. Mais je me rappelle, j'étais là, puis les VJ étaient comme, qu'est-ce que se fait? C'est qui, lui? Non, on a un petit show, là. Les drôles de VJ, ouais, on leur fait ça. Puis ça a pris une éternité avant qu'on trouve le nom. Je me rappelle, je pense qu'on était une demi-heure avant d'être en onde, ça n'avait pas de nom, là, j'exagère, mais moi, j'ai jamais trippé sur le nom, en fait. On avait ce loin, c'était par dépit. Qu'est-ce que tu aurais voulu à la place? Je me souviens pas, mais je me rappelle, j'étais en rodage de mon premier show, puis en Estrie, puis j'étais allé réfléchir à une table à pique-nique sur le nom. Smells Like Teen Spirit. Ouais. Mais tu l'as regardé pour vivre des émotions. Puis là, j'arrivais pas à trouver de titre, puis on est allé avec celui-là. Je pense que c'est Richard qui l'avait trouvé, je sais pas. Puis donc c'est parti. Cet automne-là, on a fait ça et ça a été agréable chaque minute. Nous, on tournait ça le samedi matin. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne en place. Comme je te dis, j'ai aucun souvenir. Il y avait Paola Simonetto qui chapeautait notre affaire, qui était très, très, très douce puis gentille. Oui, c'est une patronne que tout le monde aimait. Elle était vraiment enthousiaste par rapport à notre petit projet Nono. Puis il y avait juste moi, je parlais à elle, puis Richard parlait à elle. Après ça, j'ai pas souvenir d'avoir parlé à la direction le plus que ça. Là. C'était TV Max Plus, comment ça s'appelle? Oui, ceux qui produisaient ça, Oui, à l'époque, il y avait eu Musimax, je pense qu'il y avait TV Max. Lui, il produisait ça, puis OK. Puis ça embarqué. Moi, j'avais un petit salaire, là, bien correct, là, mais tu sais, c'était... très, très, très faites ce que vous voulez. Là. Puis après ça, je m'étais mis à dire des slogans racistes. Là, on m'aurait arrêté maintenant. Non, je comprends. Mais j'envoyais pas mes textes à personne. Mais c'était ça. Moi, je voulais savoir qui t'encadrait, qui te surveillait. Non seulement Musique Plus surveillait pas. En fait, moi, je leur envoyais rien. C'est le seul projet de ma vie que j'ai fait où j'envoyais même pas les textes à François Havard. Ah ouais? Qui m'aide avec mes textes de scène, puis la disque, et puis tout ça. Que tu connaissais déjà à l'époque. Qui m'enseignait à l'école de l'humour, avec qui je travaillais déjà, avec qui j'étais en train de monter mon premier one-man show. Lui, il est script éditeur, il repasse mes textes. Il donne son avis, c'est un œil extérieur. Mais tout ce que je fais, je lui envoie, là, puis il m'aide avec ça. Puis ça, c'est la seule chose que je prenais même pas le temps d'y envoyer ça. Tu sais, j'écrivais en fait... j'écrivais des idées, là. Puis j'avais un pad, puis là, je partais là-dessus. Mais tu sais, j'improvisais à partir d'idées. Un peu comme on crée du stand-up. Des fois, on va arriver sur scène, puis on va improviser à partir d'une idée. Je faisais ça en ondes. En as-tu revisionné récemment? Non. C'est encore drôle. Il y a beaucoup d'extraits qui sont encore drôles. Ce qui est le fun, là, c'est que je me rappelle que... Vu justement ce peu de pression-là de Musique Plus, puis des codes d'écoute qui étaient là, Musique Plusienne, qui n'étaient pas bon. C'est jamais des grosses codes d'écoute, mais je pense que ça marchait quand même bien pour Musique Plus, tu sais. Oui. C'était un beau succès, là. En tout cas, il me semble qu'il était content. Il était content. Mais ce qui était bien, là, c'est que, un peu comme le web maintenant, remarque, là, c'est que j'aimais ça, pas rentrer à Radio-Canada par la grande porte ou à TVA, OK? Puis là, j'avais mon émission, mais c'était tellement dans la marge que j'avais aucun souci de plaire à tous. J'avais aucun souci de cote d'écoute. Je m'en foutais vraiment, là. Puis je voulais être compris par cette marge-là de gens. Là, c'était niché quand même. Fallait que tu sois né à 6 mois d'intervalle de moi à peu près pour comprendre toutes les jokes. D'un bord ou de l'autre. Oui, c'est ça. J'exagère, mais à peine. C'était vraiment notre génération. Puis j'allais de références obscures pour n'importe qui n'avait pas 24 ans en 2002. Là. Puis il nous laissait faire et c'était, je trouve que d'un point de vue créatif, c'est très santé, ça. C'est très sain de faire ça, de travailler dans ces conditions-là. Tout le monde dit ça de Musique Plus. Moi aussi, j'ai travaillé là, puis jamais personne me surveillait. Puis pourtant, il y en avait des patrons où je savais ils étaient où, ils me rencontraient des fois, mais sur les choses qu'on disait, jamais personne nous faisait des retours, nous critiquait. J'avais un gars qui passait en bédaine à tous les émissions. J'en avais un autre qui était en bédaine aussi. Je sais pas ce qui se passe avec... Puis qui était jamais accusé. Il était juste là. Lui, il disait, je fais du fitness. Il y en avait deux. Il y en avait Gilles, c'est un gars à qui j'ai fait l'école de l'humour, qui avait un bon ventre. Lui, il passait avec sa moustache puis une serviette. Puis il disait jamais rien. Puis c'est ça, il n'existait pas. Et ça, moi... Ça me rendait heureux là, le matin de le voir arriver. Puis on avait mon ami Jean Connon, qui est luxembourgeois, qui venait faire « Je fais du fitness » avec les petits bras de même. Et... de pouvoir dire ouais, Jean, viens faire ça, demain passe dans mon show. Puis fais juste dire, je fais du fitness. OK. Puis il partait, il venait faire ça. Puis on avait eu un gag à un moment donné, là, vers la fin, où on essayait de
varier ça. Ouais. Je le vois comme un grand moment de joie de ma vie, OK? C'est qu'on est sur Sainte-Catherine le matin, là, puis je fais mon animation dehors, ce qui était assez rare. J'aimais pas ça. Ouais, Il fallait ouais. se rhabiller. C'est trop de job. Ça me gossait. Mais j'étais sur le trottoir, puis là, je parlais, puis là, il y a Gilles qui arrivait avec sa voiture. Il stationnait en parallèle en arrière de moi. Il était en bédaine. Il sortait de son char en bédaine. Tu sais. C'était l'hiver. T'sais, encore là, il n'existe pas. Je l'accuse pas. Mais je te crampais à moitié du temps, mais je regardais pas. Et là, il arrive au coffre de la voiture. Il ouvre le coffre. Il sort mon ami Jean du Luxembourg. Il le met debout dans la rue. Jean, il dit, je fais du fitness. Gilles, il le rentre dans la valise. Il ferme la valise. Il rentre dans son char, puis il se pousse. Ça, là... Comment ça se passait? Moi, je veux savoir la méthode de travail pour arriver à ça. Et c'est toi, chez vous, tout seul, t'envoyais quoi, un courriel? Aucune méthode. Non, j'appelais Richard. On va faire l'autre qui rentre du char, puis il sort de la valise, puis OK? Richard, il disait oui tout le temps. Ben oui. Je veux dire... encore là, on faisait rien de scandaleux. Là. C'était juste vraiment inutile. Là. C'était absurde. Mais c'est ça qui était le fun, c'est qu'on n'avait pas... Richard, après ça, pour ce qui est des clips, on avait quand même une certaine méthode. Là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se voyait, lui et moi, dans la voûte où on sélectionnait les clips. Là, la voûte, faut dire c'est quoi? Ben c'est le lieu où toutes les cassettes étaient conservées. Oui. Puis il y avait quelque chose de mythique un peu, ça puait un peu. Ça puait. C'est des grosses étagères qui se déplaçaient comme ça. Moi, je voyais quelque chose d'assez apaisant. Mais on s'était fait expliquer, donc, Richard savait déjà ça, là, que les clips, c'était des logs, des gros catalogues avec des feuilles. Et là, chaque clip avait un code. Puis tu pouvais voir, selon le code, combien de fois il avait joué. Ouais, OK. Approximativement. Fait que nous, on prenait ce qu'il avait jamais joué. Ou une fois, 2 fois, 3 fois. C'était ça le premier critère de sélection? Oui, c'était ça qu'on avait établi. Fait que là, on partait avec le catalogue, on notait, c'est un papier, là, des codes, là, avec, OK, ça, c'est ça. Puis on se faisait avec un chariot, on remplissait le chariot. Puis on avait souvent des suggestions d'employés, eux autres, qui voyaient à peu près tout passer, puis qui venaient nous voir comme ça, hey, telle affaire, tel truc, allez voir ça. Fait qu'on avait beaucoup de suggestions du personnel. Mais sinon, on prenait ceux qui avaient jamais joué, puis on s'installait. C'était vraiment le fun, une grande table dans la salle de réunion, puis on mettait c'était des Betacam, des grosses cassettes. Oui. Dans la visionneuse. Oui, dans la visionneuse, puis on visionnait ça. Puis moi, je le savais pas mal tout de suite, s'il y avait la matière ou pas. Puis, mais tu regardais le clip, là, tu disais, je pourrais rire de ça, je pourrais faire une joke avec ça, ça me fait penser à... Ouais. Tu le regardais une fois, 2 fois? Ce qui était le fun, c'était l'instantanéité. Ça partait, là, puis on regardait, puis tout de suite, les clips qui se voulaient drôles, tout de suite, il n'y a rien à faire avec ça. Parce que tu peux pas rire de quelqu'un qui fait le drôle, même s'il n'est pas drôle. Je voulais pas comme rire de ceux qui essayaient d'être drôles puis qui ne l'étaient pas. Ouais. J'aimais mieux prendre ceux qui se prenaient au sérieux puis qui en étaient ridicules. Je trouvais que l'angle était là. Puis, donc, après 5 secondes, d'habitude, je le savais, où on laissait ça étirer un peu. Puis, à un moment donné, là, c'est fou comment, je parlais d'instantanéité il y a 10 secondes, comment, à un moment donné, dans mon cerveau, ça faisait... Les fils se touchaient. Puis là, le gag existait. C'était comme ça. Tu sais, je peaufinais pas ça, là, des semaines, là. Ouais. T'allais pas le tester. Non. T'allais pas le roder. Non, c'était comme ça. Puis ça me faisait penser à... c'est comme quand quelqu'un arrive, parce que souvent, je sortais du contexte du clip pour amener de l'humour, des anecdotes, puis je comptais un peu ma vie en même temps, tu sais, mon quotidien là-dedans. Fait que c'est comme ça que ça se faisait. Puis là, on est en 2002, et tu dis que tu rodais ton premier show à cette époque-là. Ton premier show, tu l'as lancé aussi en 2002. Je sais pas c'est quoi la date en exacte. Octobre. C'était le 17 octobre 2002. Fait que dans le même mois, ouais. T'as lancé ton premier show. Ouais. T'as commencé ta première émission de télé. Oui. Dormais-tu bien? Puis je faisais encore ma chronique à Fond Noir et TQS, puis j'avais une chronique à C'est quoi avec Normand Brathwaite. Okay, fait que, mais il y a comme un automne à un moment donné, il faut que tout tu fasses. Là. Oui, ça a été ton automne. C'est comme Pierre-Yves Roy démarrait en ce moment. Ouais. Comme la première année. Là, ben, tu sais qu'à Musique Plus, il y a une légende aussi que tout le monde a sa saison. Ça part du Summer of Reg. Parce qu'une fois, Reg, la planche, a eu un été qui a marqué sa vie et qui a été un été de party, de travail. Okay. Et c'est le Summer of Reg. Mais toi, tu as eu le Fall of Louis-José. Ah oui, moi, c'est là. Je pense que c'est encore vrai maintenant. Pour vrai, il y a une année où tu dis oui à des choses longtemps à l'avance, puis l'année est rendu là, tu as d'autres choses à faire, mais il faut que tu honores tes engagements. Fait que c'était un peu ça, moi, cet automne-là. Là, je dormais absolument pas. Puis j'ai lancé mon spectacle le même mois que l'émission commençait, mais ça remplit mes salles, le spectacle. Là. Mais c'est ça ma question. Parce que je relisais des articles, je suis retournée voir en 2002 ce qu'on disait de toi dans les journaux. Tu avais déjà des portraits qui t'étaient consacrés, genre dans Le Voir, puis on parlait de toi. Tu n'étais pas un illustre inconnu quand tu es arrivé là. Mais je me demande, est-ce que toi, tu as bénéficié de la visibilité de Musique Plus ou est-ce que Musique Plus a bénéficié de ta visibilité à toi? Écoute, aussi? Dans les faits, c'est intéressant parce que je ne sais pas à quel point Musique Plus a bénéficié de m'avoir là parce que je n'ai jamais vu de chiffres. Tu sais, je veux dire, j'étais vaguement au courant des codes d'écoute, mais moi, eux, à la fin de leur année, leur bilan, les ventes de pub, j'étais pas au courant de ça du
tout. Fait que je pense que tout le monde me faisait sentir qu'il était très content de m'avoir là, mais dans les faits, mon C'est dur à impact, mesurer. j'en ai aucune idée. Tu sais. Mais à l'inverse, moi, l'impact de Musique Plus dans ma vie a été énorme. Là, pas juste au niveau plaisir, mais cette première tournée-là, Ouais. je me rappelle que le diffuseur à Québec, la salle de spectacle à Québec, à Sainte-Foy, la salle Albert-Rousseau, la première fois que j'étais allé, j'en revenais pas que ce soit plein. Tu sais, c'est une salle de 1300 places. C'est gros, là. Pour un humoriste, c'est comme la... C'est quoi les plus grosses salles que tu peux faire C'est là-bas? dans les... C'est dans les grosses, là. Ouais, t'as Maurice Aubréda à Sherbrooke qui est 1700, puis après ça à Montréal, t'as plein de jauges. Hors de Montréal, Albert Rousseau, c'est une des bonnes. Puis la première fois que je l'avais fait, il m'avait dit, le diffuseur de Québec m'avait dit, on a rempli ça avec ton émission. On n'a jamais vu ce monde-là ici. Là. C'était beaucoup de jeunes. Dans Fait que la salle. dollar à clip, t'as fait vendre des tickets pour ton show. Oui. J'en vendais déjà, mais il y a clairement eu un espèce d'engouement à l'époque, au moment où le show est sorti. Et surtout, ça, c'était en octobre, OK? Puis on a fait 10 émissions. Oui. Et en décembre, à Noël, en fait, la veille de Noël, Musique Plus a eu l'excellente idée de diffuser le bundle des 10 épisodes le 24 décembre, et le 25 et le 26. Et le 26. C'est comme en loop. Ça, c'est des classiques Musique Plus aussi. Et ça a eu beaucoup d'impact. Alors, dans le temps des fêtes, Ouais. tes ventes de billets Ça va. ont augmenté. Ah, je dis jusque-là, ça va. Mais quand ils ont passé la série au complet, là, back-à-back, Noël ou l'avant-veille, ou en tout cas les deux, ou la veille, là, quelque part là-dedans, je me rappelle, ma boîte de courriel a explosé de messages, là, pas ma boîte à moi, mais de Musique Plus, là, peu importe. Puis ça s'est mis à débouler complètement, puis ça avait fait vendre énormément de billets l'hiver suivant. Mais surtout aux fêtes, quand ils l'avaient passé au complet. Les gens, après tes shows, quand ils venaient te voir, ils te parlaient-tu de Musique Plus, de dollar à clip? Oui, beaucoup. Ils disaient quoi? Beaucoup. Ils disaient, ah, vous êtes là? Ah, c'est clair. Ils disaient, tu dois tellement être tanné de l'entendre. Non, parce que ça arrive encore, mais je trouve ça tellement drôle qu'une affaire qui a existé pendant... c'est 30 épisodes de l'Horaclip, hein? C'est 30 demi-heures. Il y a eu des heures aussi, je pense. Oui, bien, il y a 2 saisons. Fait que Mais c'est 3, en fait. On a fait 3 segments de 10 épisodes entre 2002 et 3. Ouais. Ça a joué en reprise après, pas mal, mais ça a été enregistré sur quand même une courte période. Parce que là, vois-tu, c'est un peu tout lié. C'est que je pense qu'à un moment donné, mes billets se sont mis à vendre pas mal. Puis là, je faisais beaucoup de spectacles. Puis là, je peux plus faire de l'Horaclip. Fait que là, j'avais plus le temps. Là. Fait que j'ai arrêté comme assez tôt. On en a fait 30. Donc, qu'est-ce que j'avais commencé à dire? Que ça faisait vendre tes billets, puis que les gens ça. t'en parlaient, puis ils disaient « Ah, vous êtes là! » Que c'est ça que... Je l'ai dit de la pire manière. Non, j'avais une petite voix. Mais je m'en fais encore... Non, je trouve ça le fun parce que ça fait tellement longtemps, puis justement qu'il y a quelque chose qui a existé pendant 30 demi-heures, il y a 20 ans. Encore un peu de... je sais pas, d'écho. Oui. Ça me fait plaisir, pour vrai. C'est quelque chose qui nous appartenait à Richard et moi, là. Puis qu'on a fait avec... je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mais avec tellement de... Il nous laissait tellement de liberté que c'était vraiment notre couleur, c'était vraiment notre trip à nous à ce moment-là, puis ça donnait ça, on n'avait aucune contrainte, on se faisait pas imposer rien. Fait que les gens s'en souviennent tant mieux parce que c'était tellement, moi, à 25 ans, ce qui me faisait rire, c'était ça. Puis je l'ai mis en ondes. Ouais. Puis à 3-4, on a patenté un petit show avec ça qui avait bien du bon sens, fait que ça a touché les gens dans leur salon, cette affaire-là, puis qui m'en parlent encore maintenant, c'est juste du beau. Tu sais, des fois, quand tu fais un film, puis t'as joué un rôle, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. T'sais, oui, t'es fier, puis tout, mais des années après, t'es comme... c'est moins en toi. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Dollar à clip, c'était comme un Polaroid de toi à 23, 24 ans. Ouais. De ce qui te faisait rire, de ce que t'aimais, de ta personnalité. Complètement. Moi, dans mes années d'adolescent, je faisais avec des amis à Brossard des cassettes non, on s'enregistrait, on faisait toutes sortes de sketchs caves. Puis, tu sais... C'était pas si loin de Dollar à clip. C'était ça, mieux organisé, là, tu sais. Fait que moi, j'étais très heureux de faire ça. Je vais te parler de ton pad. Parce que quand j'ai regardé des extraits récemment, c'est la première chose que j'ai remarqué. Pourquoi il y a un pad? Pourquoi un si gros pad? Avec la pince, c'était une longue tablette. Puis là, on dirait que tu vas nous parler pendant 1 heure, une conférence. Mais les VJ avaient ces pads-là. Puis tous les VJ qui sont venus ici m'en ont parlé. Comme si on avait voulu te déguiser en VJ. Je pense que c'était mon choix. Il n'y avait pas de télésouffleur. Ouais. Puis comme je te disais tantôt, on dirait que je voulais, moi, vu que
là, moi, c'est un peu technique, là, mais c'est que moi, je fais du stand-up, OK? Ouais. Puis l'erreur, des fois, qu'on fait, les stand-up, quand on va sur d'autres plateformes, c'est qu'on essaye de passer du matériel stand-up dans nos interventions. Et ça, c'est souvent très malheureux. Et moi, j'avais juste assez d'échecs à ce moment-là, rendu en 2002, là, d'échecs dans divers médias, pour comprendre que c'était pas la chose à faire. OK, mais quand même. Fait que je voulais être drôle, mais je voulais pas comme mémoriser des bits d'humour, puis haha, puis punch. Je voulais vraiment que ce soit conversation, OK? Ouais. Mais en même temps, je voulais être efficace. Fait que je voulais comme... J'aurais pu... Ça me prenait des cues. J'avais comme 7-8 mots-clés. Il n'y avait pas grand-chose sur les feuilles. C'était pas possible de retenir ça. Non. Moi, c'était juste, OK, frigidaire, patate, vidange, OK. Mais ça me prenait ça pas loin. Puis j'aimais mieux aussi être franc avec les téléspectateurs, puis pas comme faire semblant de regarder à côté. Ça gosse tout le monde quand on sait que quelqu'un lit quelque chose à côté. C'est vrai. Puis j'aimais autant mieux jouer franc, puis faire... OK, ça. Bon, donc... Mais oui, mais je trouve ça intéressant que si rapidement dans ta carrière, t'as catché que t'étais pas sur scène, t'étais sur un autre, mais t'étais avec un autre médium qui était la télé, puis là, tu faisais de la télé. Tu te préparais pour faire de la télé, tu t'arrivais pour faire de la télé. C'était différent. J'avais l'impression que c'est ça qui... Moi, j'étais gros client là, pour David Letterman à ce moment-là. Je l'écoutais très longtemps. Puis j'ai dit dans un autre balado que de leur Eclipse, c'était beaucoup le segment de David Letterman entre son monologue puis les entrevues. Ouais. OK? Et moi, c'était mon moment de télé préféré pendant à peu près 20 ans, cette affaire-là. Où là, il était au bureau, puis... Ça, c'est les desk pieces. Ouais, c'est ça. Moi, ça, à ce jour, c'est ce que j'aime le plus dans les talk shows. Puis là, il s'installait, puis tu sais, Letterman, il y avait quelque chose de très, très libre, là, très, tu sais, là, spontané dans ses affaires, là. Puis j'aimais ça. Je pense que instinctivement, je reproduisais un petit peu cette énergie-là. Je voulais pas être trop précis. Je voulais que ça respire. Puis je voulais parler à Richard. Puis c'était Eric Cohen, notre régisseur de plateau, qui était un ange. Et que je rencontre des fois quand je vais voir des shows, qui est formidable. Puis encore que j'ai participé à sa Air Drum Battle il y a pas longtemps. Là. Ça a été apporté à mon attention cette semaine. Puis en tout cas, fait que lui, il riait, tout ça. Puis j'aimais ça, donc, parler avec les techniciens, puis Richard, puis... donc, moi, c'était fortement inspiré de ça. Fait que je voulais pas essayer d'en faire des performances stand-up, puis... Je voulais pas sonner de même. Je voulais pas sonner Ça sonnait écrit. pas comme ça, non? C'est ça. Fait que le pad, pour moi, ça me permettait d'avoir une espèce d'honnêteté avec le monde, de dire... C'est un peu sloppy, mais c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'en te parlant, je réalise que c'est ça qui donnait l'idée d'ensemble parmi tous les animateurs. T'étais pas un VJ, évidemment, mais ça te faisait avoir l'air dans la gang. Tous les anglophones pensaient que j'étais un VJ funny. Ah ouais? Parce qu'à Much Music, il y avait des VJ funny. L'humour est arrivé un petit peu plus avant à Much, tu sais. Oui, je pense que oui. Mais quand je croisais, mettons, j'allais voir des shows ou quelque chose, puis je croisais des anglophones de Montréal, ils me disaient ça. « Oh, you're that funny. » The funny VJ. Des fois, je disais « Oh, ouais. » Je sais pas comment ça expliquer. Là, non. Bref, on pensait que j'étais un VJ comique. Sentais-tu que tu faisais partie de la gang des VJ ou te sentais-tu un peu rejet? Non, je me sentais pas rejet, mais je sentais pas que j'en faisais vraiment partie parce que j'avais pas l'horaire qu'ils avaient eux et elles. Là, j'étais là une fois de temps en temps, j'étais touriste. En plus, quand j'y allais, c'était samedi matin. Je voyais personne. Oui. Fait que à chaque fois que j'ai croisé ceux et celles qui étaient là à ce moment-là, je me souviens bien de Stéphane Gonzalez qui était là pas mal. J'ai croisé beaucoup Chili, que je croisais aussi. Beaucoup Anne-Marie Wittenshaw était encore là. Oui, c'est elle qui a porté à mon attention la drum battle avec Eric Cohen. Okay. Je dois lui donner le crédit. Mais il était toujours, tout le monde était fin là, tout le temps. Là, mais je me sentais pas vraiment dans la gang, mais j'étais toujours accueilli avec beaucoup de chaleur. Je vais te faire un genre de mini-questionnaire si j'avais été un VJ. OK. Quel groupe international aurais-tu rêvé d'interviewer? On dirait que je sais déjà qu'est-ce que tu vas me répondre. Non, moi, j'aurais été avec... je me rappelle, Geneviève Borne, une fois, elle avait reçu Lars de Metallica entre deux shows au Forum. Ouais. Moi, j'avais vu un de ces deux shows-là. Puis je me rappelle, j'étais tombé là-dessus. J'étais dans tous mes états. Lars, imagine, à Musique Plus, dans le sofa. Puis il était un peu impoli puis sale. Oui. Puis Geneviève, elle faisait toutes ces entrevues-là de gros rock. Là, était comme celle qu'on envoyait tout le temps. Ça, sinon, je pense que j'aurais aimé ça parler avec Rage Against the Machine. Ouais, imagine, ça va être stressant. C'est sûr, faut que tu sois bien préparé. Moi, ça m'aurait fait peur. J'aurais shaké dans mes shorts. Ouais, parler à Zach de la Rocha. Rocha, OK. Ouais. Quel artiste du mois aurais-tu aimé animer? C'était quoi, l'artiste du mois? C'était le gros show. Toute la station s'arrêtait. Il était là, c'était genre les Foo Fighters ou à un moment donné, il y avait des grosses vedettes internationales. Shakira arrivait. Puis tout le monde, c'était comme il y avait des décors spéciaux.
À l'époque ou maintenant? Les deux. OK. Maintenant, je pense que j'aimerais ça. J'aimerais ça animer un artiste du mois de l'ESO. Juste pour... Wow! J'aurais jamais pensé ça! Non, mais l'énergie qui doit... Tu sais, la crowd que ça doit attirer, puis tout le monde doit tellement... Elle doit rentrer quelque part, puis ses fans doivent capoter. Vraiment. Puis elle qui arrive, puis je l'ai vue à SNL, à l'anime, puis elle joue des fois en même temps, elle fait les deux à SNL. C'est formidable. Puis, tu sais, je la trouve vraiment drôle, puis très bonne. Elle s'en vient, là. Au Centre Bell, Ouais, bientôt. vas-tu aller la voir? Moi, non, je pense pas. Mais j'aurais animé Musique Plus, un artiste du mois, Leso, qui arrive. Puis, je sais pas, puis, elle est habillée, tu sais, ça rentre. Tu sais, ça crache un peu dans l'écran parce que son saut qui est trop flash, là. Ah, ça aurait été tellement bonne en artiste. La toune part, c'est sûr que de voir, mettons, la Musique Plus quand c'était plein puis ça se mettait à danser un peu, là, tu sais. Ouais, je pense que j'aurais fait ça. Ah, ça aurait été bon. Un artiste québécois que tu aurais voulu faire en entrevue? Daniel Bélanger, Daniel Boucher. Un autre Daniel? Daniel Lemire. OK. Daniel Boone. Daniel Lavoie. Oh, wow, bravo! Non, mais... tu sais, comme Malajube, moi, j'étais grandement fasciné par Malajube, qui n'a pas existé si longtemps, malheureusement. Mais quand ils ont commencé, j'étais déjà plus à Musique Plus, mais... C'était genre 2005, 2006, 2007, dans ces années-là, ouais. Je pense que ceux qui les ont manqués auraient gagné à connaître leur musique, qui est toujours disponible, remarque. Mais je les aimais déjà. Trompe-l'œil, qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Avec quel VJ aurais-tu voulu être ami? Ah, Denis Talbot, je pense. Je suis sûre qu'il aurait voulu être ton ami. Ah, il était cool. Ouais. Puis j'ai eu l'occasion après ça de croiser Mike Gauthier à quelques reprises, vu son travail là, via la disque aussi. Là, j'ai souvent croisé Mike Gauthier. Puis un bonhomme qui a aussi beaucoup d'humour, hein, qui est très détendu dans la vraie vie, là, qui a toujours son espèce de façade, pas de façade, mais de... Il a l'air d'un journaliste sérieux, c'est ça, mais il est très wild. Mais il est très, très drôle dans la vie. Puis, Quel VJ aurais-tu voulu frencher? Ah, moi, C'est toujours tough de répondre. C'est très tough, mais... C'est chiant. Nous, on tournait ça le samedi matin, OK? C'était le matin, il n'y avait pas un chat. Puis, tu sais, moi, souvent, j'avais toujours des shows la veille. Je me rappelle un soir, petite parenthèse, je jouais au Théâtre Saint-Denis, comme 4 soirs en ligne. Puis le dernier soir étant le samedi, mais le samedi matin, on enregistrait de l'Euraclip. Puis le vendredi soir, maintenant, on était en retard. Puis j'étais allé rejoindre Richard dans la voûte qui pue. Puis on est allé sortir des clips après un show au Saint-Denis. Là. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, moi, après mes shows, je rencontrais les jeunes pendant 2 heures. Là. Puis après ça, on était allé... lui, il avait été cool, il était venu. On a fait ça de nuit. Là. Puis le lendemain, j'avais mal au ventre, puis je filais pas, en tout cas. Mais bref, le samedi matin, à Musique Plus, parfois, arrivait Shelly, qui était comme un ange. Mais oui. Qui était toujours souriante, puis gentille. Puis elle avait de l'humour aussi, tu sais. Elle est franco-ontarienne. Oui. C'est ça, elle avait cet accent-là là, qui était comme vraiment cute. Puis, salut les gars. Des fois, tu l'entendais rire un peu dans le show parce que des fois, tu étais là pendant le dernier bloc. Ah, Shelly, c'était ma préférée. On l'adore, Shelly. C'est encore mon amie à ce jour. Je l'aime d'amour. Bon, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. T'as mentionné la disque, là, parce que tu parlais de Mike Gauthier, tu disais que tu le croises des fois. Musique Plus t'a donné aussi accès au monde de la musique professionnelle. Aujourd'hui, tu as une crédibilité dans ce monde-là parce que tu animes la disque depuis 148 ans. 17. Depuis 2006. Oui, c'est ça, oui. Penses-tu que ton passage à Musique Plus t'a aidé à frayer ton chemin comme animateur de ce gala-là, qui est quand même une partie importante de ta carrière? Oui, c'est sûr que ça n'a pas nuit. J'y vois un lien intéressant. Je pense pas que ça m'a aidé... Ben peut-être que quand la disque s'est dit, bon, qui on appelle, de savoir que j'avais un passé, disons, un pied dans l'affaire musicale, ça a sûrement pas nuit. Puis après ça, je pense, de côtoyer ces gens-là, veux pas, parce que par Musique Plus, il m'est arrivé de croiser des artistes qui étaient là justement pour des prestations ou autres. Ça m'a fait baigner un petit peu dans cet univers-là. Tu les as rencontrés. J'ai rencontré des artistes ou des animateurs, des VJ là, qui en faisaient leur métier, là, de parler de musique. Fait que c'est sûr que tout ça est un peu connexe. Puis l'animation aussi. Après ça, juste d'animer. J'avais beau être tout seul avec mon pad puis dire un peu des niaiseries. C'était quand même une forme d'animation. Puis on va aller à la pause. Puis voici un tel. J'ai interviewé
interviewé 2-3 artistes aussi là, à travers nos folies. Faut pas minimiser ça, là. C'était de l'animation télé. Oui, c'était de l'animation très détachée, là, très conviviale, disons. Ouais. Mais ça restait de l'animation où je parlais surtout de musique. Donc, c'est vrai que rendu en 2006, quand la disque m'a appelé, probablement que je me sentais solide. J'avais accepté tout de suite parce que probablement que mes compétences en musique avaient été nourries par mon passage à Musique Plus. Oui, tu avais commencé à faire des liens avec ce milieu-là aussi. Oui, c'est naturel pour moi de faire la disque rendu là. Je t'ai entendu au balado de Dominique Tardif, tu disais qu'à un moment donné, à Dollar à Clip, tu commençais à être moins à l'aise avec l'idée de faire des jokes à propos des gens qui étaient sérieux. Ce malaise-là, il a commencé comment? Bien, en fait, il s'est surtout déployé lorsque j'ai transféré à Radio-Canada pour faire ici Louis-José Hood. Puis c'est là où ça s'est un peu... ça a pris de l'ampleur parce que là, je trouvais ça plus difficile. Il y a eu des gens qui ont moins bien réagi. À l'époque de Dollar à Clip, les artistes québécois dont on a ri un peu, ils ont quand même bien réagi puis ils ont embarqué avec nous. Puis après ça, sinon, c'était des clips de gens qui étaient outre-mer ou aux États-Unis ou au Canada puis qui avaient aucune idée qu'on existait. Mais il y avait, à un moment donné, à Dollar à Clip, il y avait quelque chose de très... c'est que maintenant, on a fait l'erreur. Pas l'erreur, c'est intéressant, mais on a invité des gens en studio, OK? On a fait des espèces de fiestas, là, des summums d'absurdité où on recevait des gens dont on avait diffusé les clips et il y avait eu de fortes réactions. Ouais. Mais, moi, dans mes animations, je m'efforçais de... Je dénigrais, mais c'était pas nécessairement pour rire du manque de budget ou... j'allais surtout rire de ceux qui se prenaient trop au sérieux ou de quelque chose d'absurde, mais j'essayais de pas descendre les artistes, aussi ridicules étaient-ils parfois. Mais à un moment donné, quand on s'est mis en invitant en studio, là, moi-même, je comprenais plus l'angle comique. Je savais plus ce qu'on faisait. On rit-tu d'eux autres? Qu'est-ce que... Je comprenais plus. Puis ça, c'est en humour, c'est très dangereux. C'est pas une chose à faire. Je savais plus... est-ce que je suis complice avec eux ou je suis complice avec le public? Mais là, ils sont là. Puis eux, ils savent-tu que c'est un show comique qu'on fait là? Parce qu'ils en débarquaient d'un peu partout. Là. C'était pas juste D-Natural, qui était le gars de Québec. Là, qui... Je peux pas croire. Ça fait comme 30-40 minutes qu'on parle et on l'avait pas nommé encore. Ben, tu sais, lui... j'avais trouvé comme... C'est ça le bout mêlant avec ce show-là. Avec ce show-là où, tu sais, Patrick, il faisait les stunts, tu sais, puis ça s'appelait C'est n'importe quoi. Puis il faisait... Le gros luxe, c'est n'importe quoi. L'angle était toujours clair. Il faisait quelque chose qui n'avait pas de bon sens, puis c'était drôle. Moi, maintenant, je présentais des clips de monde un peu... Après ça, savais plus, hein? Quand ils se sont mis à arriver dans notre show... T'étais plus game. Là, c'est pas que j'étais pas game, c'est que moi, j'avais rien contre eux. Je voulais pas rire d'eux. Mais ça, c'est autant mon erreur que, tu sais, je veux dire... Mais quand on a fait 2-3 shows où ils débarquaient sur scène en studio, là, je savais plus ce que j'étais en train de faire là. Mais c'est drôle, hein? Tu sais, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai comme... Peut-être que tu vas trouver que je vais chercher ça trop loin, mais tu sais, 2002-2003, c'est le début des téléréalités, la fiction, la réalité, le second degré. Ouais. C'est l'arrivée du magazine Urbania qui joue beaucoup là-dessus. Puis je trouve que c'est là qu'on commence à se poser des questions sur où la ligne entre genre valoriser la nostalgie, le patrimoine, rire avec les gens, avoir un regard bienveillant ou rire du monde pour se faire un capital de sympathie. Aujourd'hui, c'est très délicat. C'est exactement ça. Ce que tu viens de nommer là, c'était ça. Moi, on rit entre nous. Puis souvent, encore là, ça fait longtemps que je n'ai pas visionné les Dollar à Clip, mais il me semble que si on en décortique un peu, là, je retournais beaucoup les choses sur moi. Ouais. C'est-à-dire que je finissais toujours par rire de mes petits déboires. Puis je me rappelle, j'ai fait un show complet où j'étais écœuré que les gens me disent que les lumières de mon char marchaient plus, tu sais, sur le coin de la rue. J'avais une lumière qui marchait pas pendant une semaine, puis j'en avais parlé tout le long. Tu sais, je retournais ça beaucoup sur moi aussi. Je faisais pas juste rire des gens. Là. Mais t'étais genre à dire, si cette personne-là fait la chorégraphie dans le clip, c'est parce qu'elle est pas assez bonne, ou je sais pas, mais moi il m'aurait pris pour faire la chorégraphie en arrière, comme lui. Tu ramenais ça à toi. C'était comme ta façon de te dédouaner un peu, peut-être. Ouais. Puis ça sortait comme ça. Il y avait quelque chose de quand même pas méchant, il me semble. Ouais.
Puis là, c'est ça, quand on avait les gens en studio, là, moi, je voulais pas rire d'eux, puis je voulais qu'ils comprennent, j'espérais, je pense, qu'ils comprennent que le deuxième degré, que, hey, t'as fait un clip un peu weirdo il y a 10 ans, reviens, on va jouer là-dessus. Puis il y en a qui comprenaient, mais il y en a, je pense, qui comprenaient pas, tu sais. Puis, et là, moi, je suis devenu inconfortable. C'était honnête de l'essayer, mais quand il s'est mis à avoir du monde en studio, là, j'étais pas très bien. Puis je trouvais ça intéressant avec le recul d'un point de vue, comique, là, de l'angle comique, tu sais, le rôle de l'humour, puis l'angle, on parle souvent de l'angle, mais l'angle est devenu pas clair. Et là, j'aimais pas ça. Ouais. Puis je pense que tu as cette préoccupation-là aussi dans tes shows puis dans ton humour de pas rire du monde, de ridiculiser peut-être quelque chose. Ben, même le mot ridiculiser, je l'aime pas. Je m'en venais plus très bien avec ça. Autant vers la fin de l'Horaclip que mon émission suivante à Radio-Canada, je voulais plus partir des déboires des autres pour faire rire le monde. Je me suis dit que je fais des shows sur scène où je raconte des choses qui me sont arrivées puis que je sers de moi pour... je me sers de mes déboires pour faire rire le monde. Puis je trouve que c'est plus santé, ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire des émissions où on diffusait des choses. Et je pensais aussi qu'avec l'arrivée de YouTube, à ce moment-là, ça allait complètement perdre tout intérêt. Je me suis trompé parce que Les Enfants de la télé en est à sa 20e année. Là. Fait que, tu sais, mais je pensais que maintenant que tout devenait accessible dans ces années-là, au milieu des années 2000, quand YouTube est arrivé, là, tout le monde pouvait pitonner ce qu'il voulait. C'était pas le cas quand on faisait de l'Horaclip. Donc, ça avait vraiment une énergie de web, ça, là. Puis on trouvait des clips qui étaient introuvables nulle part ailleurs qu'à Musique Plus. Puis à venir, quand quelques années ont passé, puis là, c'était plus le cas. Fait que moi, je voulais... Sais-tu... C'est un bon point. Je vais juste faire mes spectacles. C'est dur à croire, mais c'est un monde pré-Bonne Fête Kevin. Ah, complètement, tu sais. Il y avait pas ça. Les gens, les clips, ils les voyaient puis ils écrivaient pour les revoir parce que si tu ne l'avais pas enregistré sur ta VHS, tu le voyais plus. Il fallait que tu tombes sur la reprise de Musique Plus que tu ne pouvais pas enregistrer maintenant comme dans 3 jours. Mais non, c'était pas un piton. Il fallait que tu ailles programmer ça pour maintenant. Puis la machine ne voulait pas le programmer maintenant parce qu'on était maintenant. Puis il n'y avait plus assez de place à la cassette. Là, ta mère enregistrait Ricardo par-dessus. Puis bon. Fait que, moi, j'ai enregistré des clips par-dessus Les Filles de Caleb. Imagine-tu comment j'ai mangé un char. Je sais que je descends dans ton estime en ce moment. Clip de quoi? Je m'en souviens même plus, mais je pense que c'était les Backstreet Boys. Ouais, je redescends. Tu pensais pas que c'était plus possible de descendre plus bas? C'est fait. Je vais parler un petit peu de D-Natural parce que moi, ça m'a tellement fait rire. J'avais 18 ans, je regardais ça chez nous, puis avec mes amis, c'était un running guide. D-Natural, c'est mon nom. D'où ça partit? La première fois... Comment t'es-tu ça en visionnant avec Richard dans la salle? T'es tombé là-dessus? Puis ça t'a inspiré? Tombé là-dessus. Peut-être que Richard savait c'était quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a dit ça. Après ça, je me souviens pas comment la cassette est arrivée entre nos mains. Là. Mais je me rappelle qu'on l'a regardé puis on trouvait ça phénoménal. Là. Mais t'oublies qu'il y a un vrai dude au bout de ça. Oui, mais c'est ça. Il y avait une rumeur quand j'étais à Musique Plus qu'à un moment donné, il voulait te péter la gueule. Non. C'est pas vrai? Non, il était venu à l'émission. Oui, parce que moi, je me rappelle de l'avoir vu. Ah, non. En tout cas, ça s'est pas rendu à moi. Là. Puis les fois où j'ai échangé avec lui, il était toujours très cordial. Il n'y a pas de... Non, j'ai jamais senti ça. Pour me préparer pour aujourd'hui, j'ai visionné un spécial de 20 minutes dans les bobettes de D-Natural. Alors, dans les bobettes... Ça n'a pas de bon sens. C'était une parodie de l'émission dans la peau de... Oui. Qui prenait un gagnant qui passait une journée dans la peau de... David Bowie. Et là, il faisait le maquillage. Puis à la fin de la journée, il tournait le clip donc, de David Bowie, en David Bowie, avec les danseurs, tout. Puis ça, c'est pas mon idée. Ça, je pense que c'est Richard qui avait eu cette idée-là, Richard Petit. On pourrait faire une parodie. Puis là, c'était dans le Speedo de Pierre Nadeau, qui était un artiste américain qui avait fait un clip en speedo sur la plage des années 80, dont on s'est régalé. Et puis, D-Natural, lui, était là dans les bobettes de D-Natural. Oui. Et, tu sais, moi, j'étais moins sur ces concepts-là, mais je trouvais que Richard, je trouvais ça quand même... étoffé. Il y avait beaucoup de degrés, on avait tourné, donc on prenait un faux gagnant qui passait une journée. Tu sais, pour vrai, sur papier, c'est quand même très drôle. Mais en vrai, c'est drôle. Ouais. Oui, c'est ça qui me fascine. Ça a bien marché. C'est juste moins mon... Mais c'était bien fait, puis je sais que Richard,
il prenait ça à cœur, puis il s'était vraiment investi là-dedans, je me rappelle. Puis tous les détails, puis il avait tout fait. Puis ça, on avait un de ses amis, en fait, qui jouait, là, puis qui était le même. On avait fait 3, puis c'était le même gars à chaque. Je sais. Il est bon, en plus. C'est même pas un comédien, là. Tu sais quoi, il est assez bon pour que, même aujourd'hui, 2022, là, qu'on a donc l'impression qu'on catch tout ce qu'on voit sur Internet, je me suis comme demandé si c'était un comédien ou si c'est une vraie personne. Pas longtemps. Non, c'était un ami à Richard. Mais il était comme parfait dans. Oui. Je trouve le fait qu'il soit pas comédien, je pense que c'était payant. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment l'air d'un gars. Oui. Tu sais. Il boit son petit café avec son journal. Là, Puis il était toujours au restaurant brun en face. Là. Il y avait un diner, là, c'est ça. Il en allait toujours le chercher là. Si ma mémoire est bonne, il était toujours à la même place. Hey, le Courcelles, c'était tellement un lieu mythique de Musique Plus. Là, c'était là qu'on faisait nos dîners de Noël. C'était là que le party dégénérait. Et c'est là que dans les bobettes de D Natural a été tourné. Oui, après ça, on l'amenait dans les lieux, là, dans le cours à scrap, oui. il rappait, il y avait les costumes. Non, c'était quand même, d'un point de vue comique, c'était vraiment intéressant. Ça pitillait, là, tu sais, juste 3 minutes sur trouver le bon hoodie de D-Natural, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, quand je te disais tantôt, c'était de même, là. Tu sais, c'était niché puis absurde. C'était ça, mais je pense que c'est ce qui en faisait la qualité. On se foutait complètement de c'est quoi le nombre de gens qui vont regarder ça, là. Aujourd'hui, serais-tu capable de faire un projet en te foutant complètement du nombre de personnes qui veulent le regarder? Ben, pas vraiment, parce que si tu vas dans la télé, disons, traditionnelle, à un moment donné, ils vont me dire non, là, si tu vends pas de. Tu sais, s'ils vendent pas d'annonces ou de trucs comme ça, je pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais être aussi détaché, à moins de faire quelque chose sur le web. Oui. Tu sais, mais je pense qu'il faut quand même garder ça toujours un petit peu, là, de dire, bon, mais moi, mon show, ça dit ça, puis. Ça peut pas rejoindre tout le monde. Je vais trouver ceux qui aiment ça. Il faut jamais penser à « je veux plaire à plein de monde Mais en tout cas, je pense que à Musique Plus, on l'avait appliqué, ça, Richard et moi, assez solidement, là, de juste... C'est ça. Moi, je trouve ça drôle, fait qu'on fait ça. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus, d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Si tu avais 23-24 ans en 2022 aujourd'hui, ferais-tu de la raclip sur le web? Ah oui, sûr que oui. Oui, mettons que je commence maintenant, il n'y a plus de Musique Plus. Je probablement, comme tous mes jeunes collègues, j'aurais passé par le web parce que, comme je le disais un peu plus tôt, au début, tu sais, comme humoriste, ça donnait un gros coup de main. Puis maintenant, par le web, il y en a qui se font connaître beaucoup. Fait que, j'aurais appliqué ça à... Tu sais, j'étais de mon temps, moi, de façon à Musique Plus, là, tu sais. Maintenant, probablement que... Non, j'irais sur le web, mais je suis quand même content d'avoir connu cette époque-là où c'était quand même à la télévision. Puis t'avais pas besoin de t'abonner à... Fallait que t'ailles le câble. Fallait que tu t'abonnes au câble, là. Ouais, mais rendu là, dans les années... Au début 2000, tout le monde avait le câble pas mal. Mais parce que t'étais en appartement, sûrement, effectivement. Toi, t'avais le câble. Ah oui, première affaire. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que j'étais content que ce soit à la télé, qu'il y ait une forme d'analogue là-dedans, une forme un peu de juste simple télé, bouton, puis que si ton oncle tombe dessus, il peut le regarder aussi. Tu sais, que c'est pas sur une YouTube, une page YouTube, quelque chose comme ça. Je sais pas. La différence aussi, c'est que à cette époque-là, avec la télé, dans le modèle de diffusion qui existait, Richard Petit avait une idée, il la vendait au boss, il allait te chercher. C'est comme ça. C'est pas ton impulsion de faire de la clip. Alors que si tu avais eu le web comme moyen d'expression ou de diffusion, il aurait fallu que ça soit ton idée, ta gang, ton argent, ta motivation. Tu sais, ça responsabilise beaucoup plus les gens. Tout à fait. Moi, tu sais, le studio était là, l'équipe était là, je suis arrivé, il y avait une équipe pour nous. Puis, non, c'est vrai ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a... c'est drôle, je viens de voir Babu qui a des mèches sur sa photo. C'était vraiment à l'époque de ça, là. Oui. Attends, je vais la chercher. Les mèches, là. Puis ça, il m'a raconté qu'il s'est fait ça au fer plat, là, ces belles mèches droites-là, là. C'est cute, hein? Ouais. J'en avais. Moi, comme ça, des fois, tu rencontrais les jeunes, puis... Oui, t'avais ta carte de VJ. Ouais. Tu signais des autographes là-dessus. Fait que... non, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de... On te prend en main, voici le studio... Va faire ça, là, on va packager ça, là, puis va-t'en chez vous, là. Tu sais, c'était... Ouais. C'est malaisant comme silence, mais je vais te laisser vivre ton émotion. Non, parce que j'en voyais plein d'images, j'en voyais plein de... Non, c'est parce qu'ils m'ont remis là-dedans, puis là, on dirait que... Ouais. Tu repenses à cette époque-là? Ouais, c'était vraiment le fun. La 3e saison, on s'en venait encore un petit peu plus disjoncté, là, puis... j'avais une rubrique, ça s'appelait « Je rejoins 2 gars à Sorel ». Oui. Et là, j'en dropais une là, qui était vraiment nichée. Là. Une observation, un commentaire,
c'est-tu juste moi qui... Mais tu sais, vraiment, là... Puis ça s'appelait « Je rejoins 2 gars à Sorel », tellement je me dis « Je vais rejoindre 2 gars à Sorel ». Puis on avait appelé ça de même. Il y avait un habillage, là. Puis là, je disais une niaiserie. Puis il y avait un habillage de fin. Ça, moi, là. Puis l'extrait du film « Pousse mes pouces égales », on avait ça aussi. Je me souviens plus de ça. « Pousse mes pouces égales », c'est un film burlesque de 1973, québécois, avec Gilles Latulippe, Janine Suto, entre autres. Et j'avais vu ça un peu chaud en tournée une année à l'hôtel. Je me rappelle, j'ai fait comme... Ça tombera pas en 2 chaises. On va acheter les droits. Ah ouais, puis j'avais fait ça. On va faire un extrait de ça à chaque émission. Encore là, ouais, on faisait, ça s'appelait Pousse mes pouces égales. On avait une petite chanson qui était la chanson thème du show, en fait. Pousse mes pouces égales. Et là, on avait un habillage nono de moi, là, je sais pas trop, là, j'ai de la tulipe. Là. Puis là, on mettait un extrait du film. Puis là, il y avait le petit bed de sortie. C'est comme une capsule. Encore là, c'est très Letterman, ces affaires-là. Oui. Mais, tu sais, c'est drôle ce que tu dis. Tu parles beaucoup de la raclée en disant, tu sais, je voulais plus faire ce genre d'humour-là, ou tu sais, c'était pas tout à fait moi, ou tu sais, j'étais mal de. Mais ça, ce que tu viens de me décrire, il me semble dans ma tête que c'est 100% Louis-José. Oui, ça, oui. Ouais. Encore là, moi, le film, je commentais pas ce qui venait de se passer. Je mettais quelque chose que je trouvais quand même vraiment drôle. Mais tu sais, c'était juste, mettons, la madame qui te plante d'un fleur, puis l'autre qui lâche un gros tabarnak, puis le cigare, il sort du bec, ou, tu sais, tape sur une fesse, puis madame, tu sais, c'était... Il y avait pas de... On dénigrait pas, là. C'était non, c'était juste drôle et bon enfant. Bon enfant, ouais, un extrait d'un film des années 70, un peu vaudeville. C'était ça, c'était purement... Fait que, moi, je pense que... Je regrette un peu plus la partie où on a ri du monde. Mais j'aimais beaucoup la partie où on faisait juste de l'humour comme ça, là. Puis, tu sais, Richard, c'est un peu ma tête de turc, là. Je l'écœurais tout le temps. Puis, ça faisait partie du show. Ouais, tu sais, ça, j'aimais ça. Puis l'équipe, tu sais, quand je m'adressais aux techniciens, puis les entendais rire, puis mes 2 caméos niaiseux qui passaient en arrière. Tu sais, ça, cet univers comique-là, ça, je m'ennuie de ça un peu, d'avoir cette espèce d'univers-là. Que tu peux pas vraiment reproduire sur scène. Mais c'est ça ma question. Ouais, tu peux pas le reproduire sur scène, mais serais-tu capable de reproduire aujourd'hui un projet télé où tu aurais des techniciens qui riraient, où tu aurais un réalisateur qui ferait partie du show, où tu aurais tout ça? Tu sais, à chaque année pour la disque, je fais les remerciements de pochette. OK? Ça s'en va sur le web. Puis à chaque fois que je fais ça, je sors de ça, je fais comme tabarouette. C'est. Après, je trouve quelque chose entre. Ça me fait penser à de l'Euraclip, en fait. Oui, je comprends. Ces capsules-là, où l'équipe rit un peu. C'est plus organisé qu'était de l'Euraclip, c'est un peu plus écrit. Tout est plus organisé que Musique Plus. Mais tu sais, j'ai des petits caméos. Il y avait Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques cette année, puis il y avait Fouki, puis à chaque année, il y en a 2-3 qui vont venir faire des petits... Fait que ça ressemble à un petit show d'humour, puis moi, je suis debout ou à une table, puis ça fait très de l'Euraclip. Puis il m'est arrivé là, dernièrement de me dire, à quelques reprises, de me dire comment je recréerais, mettons... le confort que j'avais avec de l'Euraclip ailleurs, sans faire un show sur les vidéoclips. Tu sais, que ce ton-là... Puis ce qui est drôle, c'est de partir d'une matière. Tu sais, de l'Euraclip, tu partais de la matière qui était le vidéoclip. Après ça, les remerciements de pochette, tu pars d'une matière super riche, qui est les remerciements un peu trop emo des artistes. Là, c'est quoi? Tu sais, tu pourrais partir des écrits, des publications sur les réseaux sociaux, là. Il y a plusieurs avenues possibles, mais... je voudrais pas que ça a l'air non plus, tu sais, d'être un... D'être un... un édulcoré, genre. De ces choses-là. Fait que j'étais un peu... T'es frileux. Ouais, j'étais un peu frileux de ça. Mais on dirait que... on dirait que, je sais pas, là, mais je te connais zéro, mais on dirait que tu t'ennuies. T'as comme une genre de, je sais pas, une petite bienveillance, là, pour le petit Louis-José de 23-24 ans qui faisait ça, puis sa gang. C'est cute. Tu sais, on dirait que tu t'ennuies de ça. Oui, parce que... Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de télé, moi, après ça. Je suis parti en tournée là, avec plusieurs tournées, puis j'adore ça. Puis je fais encore ça maintenant, à ce jour, avec le gala de la disque. C'est ma seule sortie, si tu veux, hors tournée. Puis l'équipe, tu sais, le sentiment d'équipe, j'aimais ça, travailler avec une équipe. Je trouvais ça le fun d'être 7-8 là-bas, puis de rire un peu. C'est quand même... c'est un métier quand même seul, la scène. J'ai ma petite équipe, ma petite garde rapprochée. Là, fait que t'es jamais seul, mais bon, de créer comme ça en groupe, je sais pas... Ouais, puis ça me manque. Je veux pas le ramener toujours à Musique Plus, mais Musique Plus, c'était ça aussi. C'était les techniciens qui donnaient une idée. C'était le gars de son qui rentre dans le shot. Complètement. Cette forme de sans hiérarchie entre les gens qui sont en ondes versus les autres. Pourquoi tu ris? Non, je ris parce que il y avait...
Non, mais c'est vraiment par rapport à ce que tu disais. Je t'écoutais, là. Ouais, je sais. Non, c'est parce que c'est ça, le dernière minute, le spontané, le gars, OK, hey, gars, tu vas être dans le shot, juste là. Je vais te regarder, fais ça de même, tu sais, bon, tout ça. Puis nous, pendant une couple de semaines, on avait une espèce de gars qui était sur le trottoir puis qui lichait, il me regardait en lichant la vitre de la station. Wesh. Il me regardait, puis il lichait la vitre. Il faisait-tu pour d'autres? Non, D'autres ben je sais DJ? pas. Moi, je partais après, je sais pas. J'ai jamais demandé à Gonzo. Hey, toi, le dos, il vient-tu Moi, je le licher? saurais si Gonzo s'était fait lécher à travers une Je pense que, je sais pas, il venait comme m'intimider, puis il lichait à la vitre. Puis à un moment donné, Richard, il est allé dire que c'était assez, là. Il était sorti, puis ça... Richard, le caméraman? Richard Petit. Richard Petit était Qu'est-ce sorti. que je pensais à un autre Richard? Ça a pas été long, là. On l'a pas revu. Si tu pouvais claquer des doigts et revivre un moment de ton époque Musique Plus, ce serait quel moment? OK, attends un peu. Écoute, on a parlé plus tôt des Dans la peau 2, OK? Où on reproduisait là, une journée dans la vie de tel artiste. On en a fait 3. On a parlé de D-Natural. Dans les bobettes de D-Natural, il y avait dans le Perfecto de Denis Martel. En tout cas, c'était un autre. OK. Puis il y en avait un troisième. En fait, dans le Speedo de Pierre Nadeau, j'ai Ouais, mentionné vite fait tantôt. Moi, c'est ça. Ça, là, ça avait été une petite comète qui est passée dans ma vie. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. C'est qu'on est allé à Old Orchard recréer le clip avec 12 gagnants d'un concours qu'on avait fait. 6 gars, 6 filles. Dans le clip, c'était ça. Là. C'était 6 gars, 6 filles là, qui s'affrontaient un peu avec des pas de danse à la plage. Là. Vous êtes allé à Old Orchard parce que c'était la plage la plus proche, la moins avec chère. Styliste, tu sais, coiffeur, maquillage, équipe technique, réalisation, son, tout. Là. Puis Richard, moi, dans 2 minivans, avec 6 dudes puis 6 filles, un peu game. Wow. Puis qu'on connaissait pas, là, qu'on avait... on prenait ceux qui ressemblaient le plus. Tu sais, chacun avait le personnage qui allait jouer. Là, le figurant dans le vrai clip en 84. Là, ben là, il y a une fille de Laval qui était cette fille-là. C'est malade. Puis on avait pris ceux qui ressemblaient. Puis là, tout le monde arrive un matin. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait là? c'est fucké, là. On s'en va dire pas d'adultes, là. Tu sais, dans le sens qu'il n'y avait pas comme un représentant de Musique Plus, là. C'était les techniciens, Richard, moi et nos gagnants. Puis le fameux ami à Richard qui faisait Pierre Nadeau, là. Le même qui était dans le resto. L'acteur. Oui, l'acteur. Lui, il était là comme lead. Puis après ça, on avait donc nos figurants, gars-filles. Puis on était tous tombés sur du monde gentil. Tu sais, c'était des fans de l'émission. Puis là, ils se retrouvaient être dans l'émission. Tout le monde était content d'être là. Ça durait comme 3-4 jours. Dans un motel à Old Orchard. On était une vingtaine en tout avec l'équipe. Une brosse continuelle. C'est clair. Puis, Mané, bon, on a tourné un peu, puis on était chaud tout le temps. C'était ridicule. On avait un budget. On a amené une gang faire le party à Old Orchard pendant 3 jours dans une piscine de motel. Puis, on est revenu de là avec un show. Ça, pour moi, je me rappelle que, Mané, je me disais, c'est pas tout à fait normal, ça. Quelqu'un qui va me pogner, là. Parce que Musique Plus sait qu'on est ici, là. Tu sais, il n'y avait aucune trace d'autorité, là, à part Richard et moi, donc aucune. Puis, mais on a quand même réussi à faire un show qui avait de l'allure, mais c'était quand même hautement conceptuel, là. Ben, on s'entend, on n'est pas là dans The Wall, là. Mais on avait quand même une idée comique, puis on est allé au bout de ça, mais ça, c'est pas mal Richard qui... Moi, j'étais moins motivé de ces affaires-là. Il a fallu qu'il me travaille un peu, mais il était très décidé. Puis ça a donné de la bonne télé de niaiseux, là, de la bonne télé drôle, là, tu sais. C'est vrai, je revois ça un jour, mais je me rappelle que c'était comme, c'est fucké, ce qu'on fait là pour... Des fois, t'as comme un petit regard extérieur, puis t'es comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis payée pour ça, moi. Mais je me rappelle que, tu sais, que c'est ça, d'un point de vue comique, ça marchait. Ça marchait, il n'y avait pas comme... Les artistes, le vrai Pierre Nadeau n'était pas avec nous. On riait pas de lui. Là, il n'était pas là. On reproduisait ce clip-là. Puis, après ça, le comédien qui jouait Pierre Nadeau, lui, on faisait jouer un vrai fan de ce gars-là, même si, bon, c'est un peu absurde, là, vu l'état du clip, là, disons. Là, mais c'était quand même pas... on dénigrait pas. On jouait comme les figurants qui faisaient comme, oui, moi, je vais être celui avec la moustache. J'ai toujours rêvé d'être ce gars-là si on leur faisait dire des lignes pas de bon sens, là. Puis là, on tournait le clip, mais comme, OK, on donnait des directions. Tu sais, c'était... C'est carré. Mais c'était tellement fucké. Tu sais, fait que... moi, j'étais assis là, puis... Tu suivais. Je regardais ça aller, puis... Tu suivais la parade. Ah, bravo. Oui. Hey, merci d'avoir partagé
c'est cette petite période-là dans ta vie qui, je pense, a été très marquante pour toi. Oui, merci de m'avoir reçu. C'était très, très agréable d'en parler comme ça, autre que juste « Ah, vous êtes là ». Oui. Ouais. Je te souhaite d'avoir un aussi beau projet télé qui va te permettre de t'amuser autant que de l'heure à clip. Merci. Mais je pense pas que jamais que tu vas retourner à Old Orchard avec 12 personnes random, pas d'adultes. Personne qui était dans ces vannes-là aurait la motivation de retourner là, en tout cas, j'espère. Puis après ça, j'en ai revu, tu sais, des participants, il y en a plein qui sont revenus à mes shows, puis tout ça, puis tu sais, il y en a que j'ai reconnus longtemps. Je sais pas, c'est... Vous avez ça en commun, Old Orchard, 2003, gravé sur le cœur. Ah ouais. Puis, mais c'est ça, je pense que c'était ça la force de Musique Plus, en fait, c'est que c'était de la télé, là, dans le même écran que les postes de télé conventionnels, mais où il y avait pas de règlement, on s'entend, là, mais il y avait pas de... Tant que ça se tenait un peu, personne ne disait « mais là, on annonce tel produit » ou là, les commanditaires vont faire « mais là, nos avocats font dire que... » C'était une période bénie pour ça. C'était la grande liberté à la télé câblée, là, mais à la télé classique, tu sais. Mais je pense que tout le monde était un peu protégé des dictats de la télé, puis je pense que ça a fait une gang de monde un peu brisée quand on est parti de là aussi, parce qu'on n'a jamais retrouvé ça ailleurs. Non. Non, c'est ça. Moi, des fois, à la disque, on me dit, ouais, non. Ça doit. Je fais comme, oui, pour vrai. Ah, mon Dieu. Là, je le dis pareil, oui. On dirait qu'il n'y a jamais de fin. Je sais plus c'est quand la fin. C'était-tu il y a 2 minutes ou OK. c'était-tu... Attends, puis on va trouver. C'est une joke. Non, génial. On avait déjà une fin. Merci, Louis-José. Ça fait plaisir.